Bonjour, je m'appelle Diego Herrera. Mon nom de plume est Yayo. Je suis dessinateur d'humour et illustrateur. Je travaille depuis à peu près 28 ans professionnellement. Et bon, je suis originaire de la Colombie. Ça fait 24 ans que je suis à Montréal. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours été très attiré par les images, humoristiques en particulier. Donc depuis que j'étais très jeune, enfant, j'aimais dessiner. Donc toujours je me suis exprimé par des images, pour naturellement, dans l'école, etc. Et ensuite, j'ai suivi des cours de dessin, j'ai étudié les dessins publicitaires, la publicité aussi, à l'école de Beaux-Arts aussi, avant de me consacrer professionnellement à faire du dessin de presse. À partir de 1983, de 1983 à 1987, j'ai travaillé en Colombie pour des journaux importants, le Spectador, El Tiempo, les deux plus gros journaux, et des revues aussi. Un peu l'illustration. Jusqu'à 1987, quand je suis venu au Canada, j'ai commencé à proposer mon travail aussi à des maisons d'édition et à des publications, principalement des revues. Et donc j'ai devenu principalement dessinateur d'humour et illustrateur, plutôt que dessinateur politique. Les dessins politiques, je voulais les faire. À un moment donné, j'ai trouvé que c'était, d'un côté, en tant que sujet, était limitant parce que mon imaginaire était plus large que ça. C'était pas uniquement la politique. C'est la réalité, que la réalité politique est une réalité qui est bien de les traiter et les faire comme sujet, mais il y a des autres façons d'approcher la réalité, parce que la réalité n'est pas uniquement la réalité politique. On peut avoir une approche uniquement noire, parce que la réalité quotidienne, journalistique, et surtout la réalité, c'est qui ne marche pas. Et je ne veux pas non plus faire des dessins roses, des dessins qui faussent la réalité, mais simplement travailler sur notre niveau de réalité qui est aussi important, que c'est la réalité qui touche notre sort d'absurde. En tant que dessinateur qui travaille sur des autres sujets aussi à un niveau irréaliste, si on veut une réalité, un autre côté de la réalité, ça permet d'imaginer plein d'autres choses qui sont aussi importantes. L'être humain, étant qu'il est, il est capable de faire des choses atroces et aussi des choses magnifiques. Donc, sa réalité n'est pas uniquement horrible, il est capable de faire la beauté. Alors, je me suis détaché, dévoué, mais je suis éloigné un peu du traitement politique direct pour faire un traitement plus indirect, mais de toute façon, c'est pas une façon de tourner les dos à la réalité, mais plutôt de les confronter différemment, avec des images qui traitent des autres sujets et qui exploitent l'imaginaire, et l'imaginaire qui souvent est considéré un imaginaire poétique. Le côté poétique qu'on trouve dans mon travail, c'est pas quelque chose que j'ai fait exprès, mais que ça donnait comme ça. C'était pas parce que je voulais faire des dessins poétiques, une chose comme ça, c'est plutôt les lecteurs, les gens qui voient mon travail, qui trouvent ça. On peut confronter la réalité
avec de la poésie si on veut, parce que il y a beaucoup de choses horribles, alors ça prend des fleurs aussi pour compenser. Les côtés politiques, éditorial, a un marché qui est limité, parce que souvent les journaux, c'est là où on voit surtout ce type de dessins, ont un dessinateur uniquement pour faire les dessins politiques. Et quand je suis arrivé ici, tous les postes étaient comblés, c'était un dessinateur par journal. Et en plus, j'étais un peu plus ou moins intéressé à ce type de dessin uniquement. Ce n'est pas que je ne le fais pas, mais ce n'est pas uniquement ça que je veux faire. L'illustration des articles pour des revues, c'était une bonne chambre de travail pour ça. C'était très varié, ça me permettait de dessiner beaucoup. Dans les livres pour enfants aussi, ça m'a permis de déployer mon imaginaire. Et dans les livres de dessins d'humour aussi, que j'ai publiés, les dessins d'humour est une autre façon de confronter la réalité, à part du dessin éditorial politique. J'aimais beaucoup déjà les dessins d'humour et dans les journaux, souvent, j'ai essayé de travailler ça, illustrant des sujets d'économie, de sport, psychologie, etc. Alors, ça avait commencé déjà. Alors, quand je suis arrivé ici, j'avais l'expérience en faisant des images conceptuelles qui n'étaient pas limitées uniquement à la thématique politique. Et donc, très naturellement, j'ai pu embarquer sur ça. Et la différence principale aussi, c'était que en Colombie, j'ai travaillé beaucoup en noir et blanc, parce que c'était des journaux. Ici, j'ai pu travailler plus en couleur pour les revues et pour les livres pour enfants. C'est ça que pendant à peu près 24 ans, j'ai fait pour des maisons d'édition d'ici et du Canada anglais et des États-Unis. C'était donc une période plus de dessin d'humour et d'illustration. Toujours dans ce temps-là aussi, j'ai continué à participer dans des salons de caricature, de dessin, et j'ai eu des reconnaissances, des prix, etc. à l'extérieur du Canada, ici même. Donc mon travail a continué à évoluer et mon style aussi a changé. Ça a été toujours un processus d'apprentissage. D'abord, j'avais publié dans Crow et ensuite j'étais invité à dessiner pour l'actualité. Et Jean Paré, à l'époque, était le directeur et à travers la directrice artistique, il m'a fait venir à l'actualité. Et suite à ça, ça m'a donné confiance pour aller montrer mon travail ailleurs, comme la revue Châtelain, L'Essentiel, Femme Plus, Coup de pouce, toutes ces revues d'ici, des revues d'économie, la revue Commerce, Affaires Plus, les guides ressources, des revues des femmes souvent, et beaucoup, la plupart des revues d'ici, disons, des Versailles à un moment donné aussi. Et je voyais que les livres pour enfants avaient un univers à quelque part plus libre et très riche en dessins. Il y a beaucoup de dessins dans les livres pour enfants, des dessins qui soient en couleur ou en noir et blanc. Alors très vite j'ai compris que là c'était une place où je voulais aller. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté de faire beaucoup de promotion pour les dessins éditoriaux dans les revues et j'ai commencé à faire un peu plus pour les livres pour enfants. Et ça, c'est, disons, une partie de 24 ans au Québec, et, disons, les 5 dernières années que j'ai fait plus ça. J'ai planifié ma prochaine étape à suivre. Je veux faire davantage de livres pour enfants, c'est son objectif. Et important que je fasse de porte-à-porte maintenant, que j'aille offrir mon travail comme je l'avais fait il y a 24 ans. Parce que les clients
ceux qui vont acheter mon travail, il faut qu'ils sachent qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je commence à préparer un site internet, un blog. Donc, c'est une période de transition. Quelque part, je me retrouve un peu comme si j'aurais été encore un immigrant qui vient d'arriver parce que j'ai coupé un peu les amarres. Alors, j'avais fait ça quand je suis parti de Colombie. Je n'ai pas travaillé pour la Colombie pendant longtemps. Récemment, il y a 3 ans, j'ai commencé, 2-3 ans, oui. J'ai recontacté quelques-unes des publications en Colombie et j'ai commencé à publier là-bas une page dans une revue importante, une page de dessin d'humour. Et je voudrais continuer à faire ça en Colombie et ailleurs parce que j'ai accumulé beaucoup de matériel et ça c'est une chose. Et je vais développer aussi des projets que j'ai en chantier, que j'ai dans mes tiroirs. Un roman illustré, des livres pour enfants aussi, et éventuellement aussi un peu d'éditorial, le dessin éditorial que j'aurais fait pour traverser ou redémarrer. Donc c'est un peu comme quand je suis arrivé ici, je devais refaire tout et aller chercher une clientèle. Ça a pris environ 1 an avant que je commence à gagner ma vie. C'est-à-dire avoir plus de revenus que de dépenses. Quand je suis arrivé ici, c'était comme ça. Et je calcule que ça va prendre environ ça maintenant à redémarrer. Et la différence, c'est que j'ai plus d'expérience, c'est un bagage plus riche. Alors j'ai confiance que je vais surmonter ces défis. C'est important. Années 60, 50. J'aime bien ça parce que ça me fait rêver, ça me fait penser à l'enfance certainement et à un autre temps. Ça fait voyager dans les temps. Ça fait penser aux années 60, 50, 40 et ça... J'adore la couleur. Leur côté caricatural, ça ressemble à des vrais. Il y en a qui sont plus proches du vrai, mais il reste toujours que sont des représentations du réel, mais ne sont pas les vrais. Et peut-être c'est un peu comme ce que j'ai fait, dans le sens que c'est plaisant, c'est pour jouer. Il y a le côté ludique, les côtés images, les couleurs, les formes. Quand il y a des chauffeurs, des passagers, sont caricaturales toujours. C'est pas jamais une réalité très... Il ne peut pas être la réalité telle qu'elle parce qu'ils sont des représentations. Ils sont vraiment charmants, ça fait rêver. J'espère que dans mes dessins, quelque part, ils m'influencent dans mon travail. Ces boîtes de biscuits, et ça me fait rêver. Ici, ça sont des boîtes de biscuits aussi qui ont des dessins qui ont l'air de tuiles. Et c'est une autre passion que j'ai. Peut-être sont des choses qui ont un côté, une certaine simplicité
Ils sont proches de la terre, comme les tuiles. Et ça, c'est juste du métal et peinturé, avec des images qui font rêver. Il y a des paysages, il y a une espèce de château. Ce que je remarque souvent, que j'ai trouvé dans quelques-unes de ces boîtes, en tout cas ces boîtes qui sont là, c'est que les boîtes sont meilleures que les contenus. Et c'est utiliser davantage les outils digitaux, c'est vrai, un outil supplémentaire. Important pour la production, c'est vrai, ça complémente bien. Et important pour la promotion. C'est très important que les artistes dans n'importe quel domaine, quelle discipline, c'est important qu'on apprenne à gérer la partie des ventes, de la partie, si on veut dire, comment offrir son travail. Et parce que sinon, il n'y a pas moyen de vivre de son métier. Ça ne veut pas dire qu'il doit vendre ses principes, ça c'est une autre chose, mais qu'il sache vendre ce qu'il veut faire. Quand tu t'avances sur un terrain un peu inconnu et surtout que tu quittes quelque chose, que tu prends que tu as le courage de laisser quelque chose pour aller vers un autre. Et bon, il y a des périodes de transition où il n'y a rien. Alors, ça peut être un peu angoissant parfois, ça peut créer l'anxiété, mais j'ai confiance que ça va aller. C'est important de ne pas perdre sa confiance en soi. C'est important qu'un artiste sache comment tirer des revenus de sa création. C'est important de faire l'équilibre entre la partie sensible humaine et spirituelle, si on veut, l'appeler comme ça, et qui est représentée par les humanités, les arts, la littérature, la musique, toutes les choses qui touchent notre sensibilité et qui ne sont pas faciles à mesurer, de la même façon qu'un ingénieur, un mathématicien mesure un technicien. Et chacun fait un travail important. On a bien besoin de remplir nos besoins élémentaires, de nourriture, d'abri, de vêtements, etc. Ça c'est important. Mais là où il n'y a pas d'équilibre actuellement, où il n'y a jamais eu, je ne sais pas, c'est que c'est les côtés mesurables qui a plus de poids que les côtés humanité. Et le mot humanité vient utilisé dans ce sens parce que c'est ça qui nous différencie peut-être d'un animal parce qu'on est capable de penser, de réfléchir et d'exprimer des sentiments, des émotions. Et donc les artistes s'expriment par un peuple, expriment les côtés humains de tout le monde, en fait. Mais dans nos sociétés, c'est plutôt les côtés matériels, si on veut, parce que c'est solide, qui a plus de poids. Et ça fait des peuples qui manquent des valeurs, qui manquent des principes, des valeurs humaines, spirituelles. C'est des peuples qui se développent techniquement parlant, économiquement parlant, parce que ce sont des choses qui se mesurent, mais il y a un vide, parce que ces choses-là qui sont des besoins primaires ne sont pas soutenues pour une base spirituelle, quelque chose qui... Donc ça fait peut-être matériellement parlant en général, même à ça, ça a détérioré aussi, mais matériellement parlant correct, mais par contre il y a un vide parce que pourquoi est-ce qu'on a ça, ça sert à quoi? Donc ça fait beaucoup de vide
Est-ce que ça a un sens la vie? Ce qui donne du sens à ce qu'on fait, c'est nos principes, nos valeurs. Et quand il manque ça, qu'est-ce qu'il reste? Juste une carapace vide. Et ça fait des suicides, plus des drogues, plus des autres affaires pour remplir ces vides. Et je pense que c'est important qu'on développe notre côté humain. Et aussi, bon, évidemment, on n'oublie pas, on ne peut pas vivre dans la misère et dire que c'est bien d'être misérable et riche spirituellement. Non, les deux choses doivent aller, ça doit être équilibré. Parce que si tu ne peux pas accomplir tes besoins essentiels, matériels, ben comment est-ce que tu vas pouvoir aller faire des autres choses? Ça prend les deux, en équilibre. Une question importante de ne pas oublier ça, et les artistes sont là pour donner un sens ou pour se questionner, et c'est très important parce que l'artiste habituellement il questionne, et le fait qu'il questionne permet de faire évoluer les choses. Et donc c'est avant-gardiste son attitude, et questionner les choses dans la pensée, et ça inspire même les techniciens, les gens parce qu'il y a un côté de création, et ça permet d'évoluer dans tous les sens. Ça me fait mal quand je suis la réalité politique, autant d'ici que d'ailleurs. Je suis très sensible à ça, ça me cause beaucoup de peine, ça me fait mal, toutes les atrocités qui sont commises constamment. Et donc je ne suis pas indifférent du tout à ça, au contraire, je suis hyper sensible à ça. Et à quelque part peut-être ça fait que j'ai une réaction à ça. Au lieu de tomber dans un trou dépressif, je préfère aller chercher la beauté qu'on peut inventer ou qui existe à travers l'imaginaire. Parce que l'imagination, ça fait partie de la réalité aussi. Ce n'est pas uniquement les choses concrètes qui sont la réalité. La réalité est faite de ce qui n'est pas concret aussi. Et on oublie souvent ça, et ça cause beaucoup de problèmes en fait.